La normalisation entre le Maroc et Israël fait couler beaucoup d'encre. Certains la dénoncent avec virulence, d'autres la brandissent comme une trahison. Mais rarement on pose la vraie question. Pourquoi a-t-elle eu lieu et surtout, qui a rendu cette alliance nécessaire? Aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi ces critiques sont non seulement injustes, mais surtout malhonnêtes. Parce qu'elles ne tiennent aucun compte du contexte, elles ignorent les faits, et surtout, elles masquent les responsabilités de ceux qui, depuis 50 ans, ont tout fait pour mener à cette situation. Cette indignation repose souvent sur une lecture partielle, voire biaisée des faits. Car si on observe l'histoire récente avec un minimum de rigueur, on réalise que les alliances du Maroc n'ont jamais été dictées par une idéologie ou une religion, mais par une logique de survie. Avant d'évoquer la question de la normalisation, il faut rappeler quelques éléments essentiels. Contrairement à une idée répandue, Israël n'a jamais été un ennemi direct du Maroc. En revanche, plusieurs régimes du monde arabe, souvent présentés comme frères, se sont activement opposés à l'intégrité territoriale du royaume. En 1975, le Maroc organise la Marche verte et réintègre le Sahara, jusque-là sous occupation espagnole. Il s'agit pour Rabat d'une opération de souveraineté et d'unification territoriale, saluée à l'époque par une grande partie de la population marocaine. Mais au lieu de recevoir le soutien de ses voisins arabes, le Maroc fait face à une hostilité frontale. Houari Boumedienne, président de l'Algérie, engage immédiatement son pays dans une politique d'opposition systématique. Il finance, forme et arme le Front Polisario, un mouvement séparatiste sahraoui, en lui offrant un sanctuaire militaire et diplomatique. En 1976, l'Algérie va jusqu'à reconnaître la pseudo-République arabe sahraoui démocratique, devenant ainsi le premier État au monde à lui accorder une légitimité que même l'ONU ne reconnaîtra jamais. Muammar Kadhafi, en Libye, suit la même logique. Dans les années 1970, il livre des cargaisons d'armes au Polisario et envoie même des contingents de soldats libyens pour appuyer leurs opérations contre les forces armées royales. Son discours révolutionnaire panarabe masque mal son soutien actif à une entreprise de division du territoire marocain. Quant à Gamal Abdel Nasser, bien que mort peu avant l'éclatement du conflit armé, il a posé les fondations idéologiques du panarabisme autoritaire qui inspire Boumedienne et Kadhafi. En soutenant des mouvements révolutionnaires dans toute la région, Nasser a légitimé l'idée qu'un État arabe pouvait interférer militairement chez un autre au nom d'une cause supérieure. Et cette logique d'ingérence sera directement appliquée contre le Maroc. Ce que beaucoup ignorent aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement l'Algérie qui a soutenu le Polisario, mais aussi tous les régimes panarabes de cette époque. L'Égypte de Nasser a ainsi soutenu l'Algérie pendant la guerre des Sables contre le Maroc pour des raisons idéologiques et anti-monarchistes. Ainsi, dans les faits, ce ne sont pas des puissances occidentales ou Israël qui ont tenté de morceler le territoire marocain. Ce sont des régimes arabes et musulmans, mus par une idéologie panarabe radicale, qui ont fait du Sahara un champ de bataille géopolitique. Et c'est dans ce contexte que le Maroc, isolé, menacé sur plusieurs fronts, s'est tourné vers ceux qui, à défaut d'affinité idéologique, lui proposaient au moins une coopération stratégique. Dans un contexte extrêmement tendu à cette époque pour le Maroc, avec un bloc de l'Est qui agit comme une tribu ultra solidaire, où toutes les luttes sont massivement soutenues par tous ces pays révolutionnaires, le Maroc, lui, n'a pas d'alliés et se retrouve seul. Les Occidentaux perçoivent le Maroc comme une monarchie arriérée et n'ont pas envie de miser sur ce pays pour lequel ils pensent les jours comptés et ne croient pas qu'Hassan II arrivera à se maintenir très longtemps sur le trône. Alors que plusieurs régimes s'activaient à affaiblir le Maroc, un autre acteur plus discret choisit une approche diamétralement opposée. Israël, pourtant officiellement en froid avec la majorité des pays arabes, noue dans les années 1980 une coopération stratégique silencieuse avec le royaume. Ce partenariat ne repose pas sur des affinités idéologiques, il est purement pragmatique, et il va s'avérer décisif dans un domaine essentiel, la défense territoriale. À cette époque, le Maroc fait face à une guérilla permanente menée par le Polisario, armé et entraîné par la totalité du bloc de l'Est. Le Maroc, lui, pendant ce temps, est seul et ses alliés occidentaux refusent de lui vendre des armes. Face à cette situation, le royaume décide de construire une ligne défensive de plus de 2700 km, le Mur des Sables, un dispositif militaire colossal conçu pour sécuriser les zones contrôlées et empêcher les incursions ennemies. Ce mur n'a pas été érigé seul. Israël apporte une aide technique, logistique et opérationnelle. Il met à disposition son expertise en matière de fortification défensive, de surveillance électronique, de renseignement militaire. Cette coopération, jamais officiellement reconnue à l'époque, permet au Maroc de neutraliser les attaques du Polisario, de stabiliser la région sud et d'imposer un nouvel équilibre militaire. En parallèle, des liens se développent entre les services de renseignement marocains et israéliens, notamment via le Mossad, qui entretient des canaux discrets avec les autorités marocaines depuis les années 1960.
Ce réseau de coopération, qui inclut aussi les États-Unis, contribue à renforcer la position du Maroc dans un contexte où il était largement isolé au sein du monde arabe. Cette aide, bien que silencieuse, a eu un impact déterminant. Elle a permis au Maroc de tenir bon face à un projet de démembrement soutenu par des États puissants et organisés. Elle a aussi ouvert la voie à une réflexion. Si les frères arabes soutiennent la division du pays, et si un partenaire non arabe offre un soutien décisif à son intégrité, alors la grille de lecture traditionnelle des alliances doit être revue. Le contraste est frappant. D'un côté, des alliances supposées naturelles mais historiquement hostiles, de l'autre, un partenariat stratégique avec un État qui, en dépit des tensions régionales, a appuyé les intérêts marocains sur le terrain. Au début des années 80, avec l'arrivée de Reagan à la Maison-Blanche, Hassan II a trouvé un allié de poids qui avait une aversion envers le communisme et a soutenu clairement le Maroc, ce qui a permis de renverser le cours d'une guerre bien mal embarquée et qui a mené au cessez-le-feu de 1991, quelques années plus tard. Aujourd'hui, on retrouve ces pays qui n'ont cessé de nuire au Maroc ou leurs relais idéologiques qui dénoncent la normalisation avec Israël. Ils y voient une trahison. Mais cette accusation occulte un élément central. Si cette normalisation a eu lieu, c'est en grande partie à cause de l'isolement stratégique imposé au Maroc depuis plusieurs décennies. Pendant 50 ans, le royaume a été confronté à un harcèlement diplomatique constant, à un financement actif de milices séparatistes, à une tentative de fragmentation de son territoire. Et cela, non pas de la part d'un ennemi lointain, mais de voisins immédiats. La normalisation n'est donc pas une adhésion idéologique, c'est une réponse. Une manœuvre dictée par les réalités régionales et par la nécessité d'obtenir un soutien clair, notamment sur le dossier du Sahara. En échange de cette décision, les États-Unis, première puissance mondiale, ont reconnu la souveraineté marocaine sur cette région. Ce soutien n'aurait probablement jamais été acquis sans ce repositionnement diplomatique. À ce titre, les critiques de la normalisation relèvent d'un anachronisme. Ce n'est pas la coopération maroco-israélienne qui a provoqué le conflit autour du Sahara, c'est ce conflit entretenu par d'autres acteurs qui a rendu cette coopération nécessaire. L'idée selon laquelle le Maroc aurait agi par affinité avec Israël ne résiste pas à l'analyse. Ce rapprochement est le produit de 50 années de pression, de provocation et de solitude diplomatique. À un moment, le calcul stratégique devient incontournable, se défendre ou disparaître. Ce qui rend les critiques actuelles encore plus paradoxales, c'est qu'elles émanent souvent de ceux-là même qui ont, par le passé, entretenu des alliances autrement plus problématiques. L'Algérie, par exemple, reproche aujourd'hui au Maroc son partenariat avec Israël. Pourtant, pendant des décennies, ce pays a été un allié fidèle du bloc soviétique. Un bloc dont l'hostilité à l'égard de la religion en général, et de l'islam en particulier, est bien documentée. On parle ici de l'Union soviétique, responsable de répression systématique dans des régions à majorité musulmane, Tchétchénie, Afghanistan, Asie centrale. Interdiction de prier, destruction de mosquées, arrestation, voire exécution de responsables religieux. Une politique assumée de disparition de la pratique religieuse. Et malgré cela, l'Algérie se revendiquait fièrement comme membre de ce camp. Elle en recevait des armes, du soutien financier et en redistribuait une partie au Polisario contre un autre pays musulman, le Maroc. L'indignation actuelle à propos d'Israël semble donc extrêmement sélective. Quand les soviétiques persécutaient l'islam, aucun tollé. Aucune campagne de dénonciation. L'idéologie anti-impérialiste suffisait à couvrir les abus. Aujourd'hui encore, certains prolongent cette grille de lecture en accusant le Maroc de trahison, alors même qu'ils ont soutenu, ou soutiennent encore, des régimes notoirement hostiles à la foi musulmane. Ce double standard n'est pas anecdotique. Il révèle une tendance profonde à instrumentaliser la morale à des fins politiques. À faire de la loyauté religieuse un levier idéologique, alors même que l'histoire montre que cette loyauté n'a jamais été un critère de choix stratégique pour beaucoup de ceux qui la brandissent aujourd'hui. L'un des exemples les plus révélateurs de cette posture condescendante se trouve dans les propos récents de Rima Hassan, qui m'a inspiré pour cette vidéo. Sur X, elle affirme sans détour que le peuple marocain ne veut pas de la normalisation avec Israël. Ce type de déclaration illustre une tendance de plus en plus répandue, celle de parler au nom du Maroc, sans légitimité, sans ancrage, sans nuance. Comme si ce pays était un territoire neutre sur lequel n'importe qui pourrait projeter ses convictions idéologiques. Comme si le Maroc n'était pas une nation souveraine, avec ses intérêts, ses choix, ses priorités. Il faut le dire clairement, cette attitude n'est pas anodine. Elle traduit une forme de paternalisme postcolonial dans lequel certains pensent encore que certains pays doivent rendre des comptes à une morale extérieure. Comme si le Maroc devait continuellement prouver sa loyauté à des causes qui ne prennent jamais sa propre sécurité en compte. Comme si le Maroc et les Marocains étaient liés à eux par une allégeance invisible et qui est toujours qu'à sens unique. Et si cette condescendance existe, c'est aussi parce que certains Marocains l'ont rendu possible. Par excès de gentillesse, d'ouverture ou de naïveté, le Maroc a trop souvent laissé s'installer l'idée qu'on pouvait parler en son nom sans jamais être contredit.
Résultat, une parole nationale affaiblie et des intrusions constantes dans les affaires internes du pays. Ce climat, certains en profitent. Ils s'autoproclament représentants d'une opinion publique qu'ils ne connaissent pas. Ce qui rend la posture de Rima Hassan encore plus problématique, c'est son alignement clair et assumé avec les adversaires les plus résolus du Maroc. On l'a vu s'afficher fièrement aux côtés de militants du Polisario. On l'a entendu vanter le régime algérien, pourtant directement impliqué depuis 50 ans dans une politique d'hostilité active envers le royaume. Et malgré cela, elle se pense légitime pour parler au nom des Marocains, pour affirmer ce que nous devrions penser, dire ou faire. Cette déconnexion est flagrante, et elle n'existerait pas sans un soutien passif, voire complice, de certains Marocains eux-mêmes. Des voix qui, par absence de patriotisme ou par idéologie, confortent ces figures extérieures dans l'idée qu'elles peuvent s'exprimer au nom du Maroc, alors même qu'elles soutiennent ceux qui cherchent à le diviser. Cette logique d'intrusion ne s'arrête pas à la parole extérieure. Elle s'accompagne d'une stratégie de fragmentation interne, souvent dissimulée sous des discours moraux ou progressistes, en mobilisant des thématiques comme l'anticolonialisme, la lutte contre l'impérialisme ou la solidarité avec les peuples opprimés. Certains acteurs cherchent en réalité à importer des divisions idéologiques au sein même du tissu social marocain. L'objectif n'est pas tant d'élever le débat que de fracturer la société en opposant les Marocains entre eux. Ceux qui défendent les intérêts de leur pays seraient qualifiés de vendus, tandis que ceux qui attaquent la diplomatie marocaine se verraient érigés en résistants. Cette instrumentalisation repose sur un levier bien connu, l'idéologie contre la souveraineté. Une forme de sabotage symbolique où les repères traditionnels que sont loyauté, unité nationale, sécurité sont progressivement remplacés par des injonctions extérieures, abstraites et souvent irréalistes. Le plus inquiétant, c'est que cette stratégie ne vise pas uniquement l'opinion publique marocaine, elle cherche aussi à influencer la perception internationale du royaume, à le présenter comme un État instable, divisé, incapable de faire consensus sur ses choix fondamentaux. Or, ce portrait est en grande partie artificiel. Il repose sur des amplifications médiatiques, sur quelques figures militantes très visibles, mais loin d'être représentatives. La réalité est plus simple. Une majorité de Marocains comprend la logique de la normalisation, même s'ils n'y adhèrent pas émotionnellement. Parce qu'ils savent que dans un monde instable, les États ne survivent pas par les slogans, mais par la stratégie. Il est important de clarifier un point souvent déformé par les critiques. Le soutien du Maroc à la cause palestinienne ne fait aucun doute. Il est historique, profond, largement partagé par la population. Mais ce soutien ne saurait se traduire par un effacement des intérêts nationaux. Certains voudraient imposer au Maroc une posture sacrificielle, rompre ses alliances, renoncer à ses avantages diplomatiques et s'isoler. Tout cela au nom d'une pureté morale que plus aucun État ne s'impose à lui-même. Mais posons les vraies questions. Si demain, le Maroc mettait fin à la normalisation avec Israël, qu'en résulterait-il concrètement ? Est-ce que l'armée israélienne se retirerait des territoires occupés ? Est-ce que les colonies seraient démantelées ? Est-ce que les bombardements cesseraient ? Est-ce que la Palestine deviendrait soudainement un État souverain, reconnu et respecté par la communauté internationale ? La réponse est non, et tout le monde le sait. Ceux qui prétendent le contraire ne sont pas naïfs, ils sont cyniques. En revanche, ce qui est certain, c'est que le Maroc y perdrait immédiatement un levier stratégique majeur. Il affaiblirait sa position sur le dossier du Sahara, il remettrait en question la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur ce territoire, et il enverrait un signal catastrophique, celui d'un pays prêt à sacrifier ses intérêts fondamentaux pour satisfaire les postures idéologiques de quelques militants de salon ou les humeurs diplomatiques de régimes hostiles. Ce ne serait pas un geste de solidarité, ce serait un désarmement unilatéral, sans contrepartie, sans impact concret sur le terrain, mais avec, à la clé, un prix élevé. L'affaiblissement du Maroc sur le plan régional et international. Ce serait offrir une victoire symbolique à ceux qui ont toujours cherché à nuire au royaume, à ceux qui ne soutiennent la Palestine que comme prétexte pour déstabiliser le Maroc, à ceux qui réclament la pureté idéologique des autres mais ne l'appliquent jamais à eux-mêmes. Et le but recherché est exactement celui-là, utiliser le levier palestinien pour affaiblir le Maroc. Le Maroc n'est pas une puissance mondiale, il n'est pas un acteur majeur dans ce conflit, au-delà de sa région, il ne pèse absolument rien, mais pourtant, certains nous parlent de ce pays comme s'il était le principal responsable du malheur des Palestiniens. Cette injonction à l'abnégation n'est jamais adressée à d'autres. Elle est réservée au Maroc, comme si ce pays devait se montrer plus vertueux, plus exemplaire, plus obéissant que les autres. Une exigence asymétrique à laquelle il est désormais légitime de refuser de se plier. Le Maroc a choisi de défendre ses intérêts. Il ne l'a pas fait contre la Palestine, mais en fonction de ses priorités nationales. Et cette distinction est essentielle. Être pro-marocain n'exclut pas d'être pro-palestinien. À condition que la cause palestinienne ne devienne pas un instrument de chantage, un test de pureté imposé de l'extérieur, ou un outil de déstabilisation politique.
Il est temps de rappeler un fait trop souvent oublié. Pendant un demi-siècle, le Maroc a fait preuve de retenue. Malgré les provocations, les financements hostiles, les campagnes de désinformation et les tentatives de division, il a maintenu sa main tendue. Il a misé sur la raison, sur la coopération régionale, sur l'unité maghrébine. En vain. La normalisation avec Israël n'est pas un caprice diplomatique. C'est le résultat d'une stratégie de survie. Une réponse à une réalité géopolitique marquée par l'isolement, la duplicité et les menaces répétées. Ceux qui dénoncent aujourd'hui cette alliance sont souvent ceux qui ont tout fait pour la rendre inévitable. On ne peut pas agresser un pays pendant des décennies, financer sa fragmentation, l'accuser sur la scène internationale et ensuite exiger de lui qu'il reste passif, désarmé et fidèle à des principes que ses propres adversaires ne respectent pas. Le Maroc a fait un choix. Il ne s'agit pas d'un renoncement à ses valeurs, mais d'un alignement stratégique sur ses intérêts fondamentaux, ceux de sa souveraineté, de sa sécurité, de sa stabilité. Et face à ceux qui tentent de parler en son nom, sans y être invités, il devient essentiel d'affirmer une chose. Le Maroc n'a pas besoin de ventriloque. Il n'a pas à justifier ses décisions à ceux qui soutiennent ses adversaires. Il n'a aucune dette morale envers ceux qui utilisent des causes légitimes pour mieux le fragiliser. Le temps de la naïveté est révolu. Le Maroc avance selon ses propres termes. Et de plus en plus de Marocains en sont conscients. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à ma chaîne et en laissant un like ou un commentaire. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et on se retrouve très bientôt.